La dernière présentation de ce symposium, j'allais dire de cette matinée, ça serait exagéré, c'est donc Thibaut Asselborn qui va nous la faire. Donc là, il s'agit d'un jeu sérieux qui a été donc créé également dans le cadre d'une start-up, mais start-up qui s'est appuyée sur un projet de recherche dont Salvo avait évoqué les éléments, donc qui était une collaboration franco-suisse. Et donc là, le jeu sérieux s'appelle Dynamilis et la start-up s'appelle School Rebounds. Donc Thibaut lui a fait sa thèse à l'EPFL, donc à Lausanne, et il est maintenant, je ne sais pas comment on dit, comme François, chef d'entreprise ou DG, et je lui laisse la parole, là encore une fois, pour 20-25 minutes, pour qu'on essaye d'avoir un petit temps de discussion sans impacter le symposium suivant. À toi, Thibaut. Merci David. Donc, je vais vous présenter Dynamilis, qui est une application pour apprendre à écrire. Et puis, c'est vraiment la suite d'un projet de recherche avec le PFL et avec toutes les équipes de Paris. Donc, Dynamilis, on va le voir, c'est une application qu'on peut télécharger sur l'App Store qui peut être décomposée en deux parties, partie analyse de l'écriture et partie remédiation. Donc, première chose à savoir, c'est que les problèmes d'écriture, ce n'est pas quelque chose de rare. Il y a environ 25%, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, qui ont des problèmes d'écriture, plus ou moins sévères. Quand c'est sévère, on appelle ça de la dysgraphie. Et là, il y a 10% environ des enfants qui sont dysgraphiques. Maintenant, comme l'écriture, c'est un aspect central de pratiquement toutes les activités scolaires, la recherche montre une grande corrélation entre les problèmes d'écriture et le niveau scolaire. Et c'est pour ça que c'est très important de détecter ces problèmes d'écriture le plus tôt possible avant qu'ils aient un impact sur la scolarité de l'enfant, au final. Donc, pour l'instant, pour détecter les problèmes d'écriture, il y a plusieurs tests dans différentes langues et dans différents alphabets qui existent, mais ils marchent à peu près tous de la même manière. Ça, c'est le test en français qui s'appelle le test BHK et il marche de la manière suivante. L'enfant va chez un thérapeute, on lui demande d'écrire sur une feuille blanche un texte prédéfini. Donc là, il y a les 5 premières lignes que vous voyez à gauche. L'enfant écrit pendant 5 minutes. Ensuite, le thérapeute vient et évalue le texte sur plusieurs critères. Donc, les critères, ça peut être si l'écriture est penchée, s'il y a le bon espace entre les mots, s'il y a des retouches, etc., etc. Vous voyez tous les critères, il y en a 13 à droite. En fonction du score, de l'âge et du genre de l'enfant, l'enfant va être diagnostiqué comme dysgraphique ou non dysgraphique. Donc, ça marche comme ça actuellement. Et ce test, il a plusieurs limitations. Donc, premièrement, il est subjectif. Donc, nous, on a montré que deux experts qui scorent le même test sont d'accord dans 60% des cas actuellement. Donc, c'est assez peu. Et de la même manière, un expert qui score 2 fois le même test peut avoir des résultats différents. Donc, grande part de subjectivité. Deuxièmement, ça prend du temps. Donc, l'enfant doit écrire pendant 5 minutes et ensuite, il y a environ 15 minutes de correction. Donc, 20 minutes au total, ce qui fait que on ne va pas pouvoir répéter le test fréquemment et donc suivre l'évolution de l'enfant. Et surtout, et ça c'est le lien avec la technologie qu'on a développée, comme le test il est fait sur papier, on a accès uniquement à des aspects statiques de l'écriture. Donc c'est comme si on avait une photographie de l'écriture à la fin et on perd toute la vidéo. Et dans la vidéo, il y a des informations qui sont fondamentales, toute la dynamique, donc par exemple vitesse, pression, accélération, inclinaison du stylet. Toutes ces informations, pour l'instant, elles sont mises à la poubelle. Donc nous, ce qu'on a fait, première chose, c'est qu'on a essayé de translater ce test du papier sur la tablette. Et la tablette, par exemple, là, vous avez un iPad avec l'Apple Pencil, ça permet de mesurer les coordonnées X et Y du stylet, la pression entre le stylet et la tablette, ainsi que l'angle entre la tablette et le crayon. Et ça, toutes ces informations, on les a 240 fois par seconde, donc on a énormément d'informations qu'on va pouvoir traiter avec de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, ces données brutes, ça ne va pas nous servir beaucoup parce que nous, on a envie de donner un outil au thérapeute pour avoir une meilleure compréhension de la motricité fine de l'enfant. Donc on a travaillé avec des thérapeutes pour transformer ces données brutes en caractéristiques de l'écriture. Donc qu'est-ce qu'une caractéristique de l'écriture ? Ça peut être une caractéristique statique. Donc là, on n'a rien inventé. On a pris par exemple les items du BHK. Si l'écriture est penchée, s'il y a une bonne densité, s'il y a le bon espace entre les mots. Donc là, on a toutes ces caractéristiques. Mais elles peuvent être en lien avec la vitesse. Donc tout en haut à droite, vous avez Dynamilis qui a été écrit 2 fois.
À gauche, par un enfant avec des problèmes d'écriture, à droite, un enfant sans problème d'écriture. Et la couleur que vous voyez, c'est l'accélération au moment où le point a été enregistré. Donc rouge, c'est haute accélération et bleu, c'est pas d'accélération. Et on voit directement que l'enfant qui a des problèmes d'écriture, l'exemple de gauche, les transitions entre les hautes accélérations et pas d'accélération, donc les points rouges et les points bleus, eh ben, elle est très saccadée. Et ces saccades, on ne les retrouve pas dans l'exemple de droite. Donc ça, c'est une information qu'on peut avoir accès uniquement grâce à la tablette. Et on va voir dans le futur qu'elles sont beaucoup plus informatives en fait, que les aspects statiques pour analyser l'écriture. Et dernière chose là-dessus, c'est que ces informations sont indépendantes de la forme de la lettre. Donc, c'est-à-dire que si on demande à l'enfant d'écrire dynamilis ou un autre mot, ou même dans une autre langue, ou même dans un autre alphabet, eh ben, les caractéristiques de l'écriture vont rester. Donc, par exemple, on a fait des études où on est allé au Kazakhstan, parce qu'ils sont en train de changer de langage. On a demandé à des enfants d'écrire avec l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique, et on voit que les caractéristiques de l'écriture sont les mêmes. Et même une étude un peu plus extrême, on a demandé à des enfants d'écrire en anglais et en chinois, donc là, vraiment totalement différent, et on voit aussi que ces caractéristiques de l'écriture, elles transitent entre les deux alphabets. Donc voilà, des caractéristiques cinématiques, des caractéristiques de pression. Donc là, je ne vais pas vous refaire la même chose, mais la couleur, ce n'est pas l'accélération, mais c'est la pression, par exemple, et tout ce qui est en lien avec l'inclinaison du stylet. Donc, pour l'instant, on a créé donc une centaine de caractéristiques de l'écriture et à cet état-là, on ne sait pas si elles sont importantes ou non pour analyser l'écriture. On les a juste créées et on va laisser l'intelligence artificielle décider lesquelles sont importantes ou non. Donc, si je résume, l'enfant écrit, on extrait les données brutes, on transforme ça en caractéristiques de l'écriture qu'on va pouvoir regrouper en 4 catégories, les aspects statiques, vitesse, pression et inclinaison. On donne ça à une intelligence artificielle qui va nous réduire ces 100 caractéristiques en 3. Et ces 3 vont être un résumé des 100 pondérés par l'importance. C'est-à-dire que les caractéristiques qui vont être importantes vont apparaître dans ces 3 et les autres non. Donc, comment ça marche? L'enfant écrit, on extrait les données brutes, on transforme ça en caractéristiques de l'écriture, on donne ça à notre intelligence artificielle qui va nous donner ça en 3 points qu'on va pouvoir représenter dans un espace en 3D comme ici. Donc là, le point, il apparaît là. On fait ça avec un autre enfant, il écrit caractéristiques brutes, caractéristiques de l'écriture, un autre point qui apparaît là. On fait ça avec des dizaines de milliers d'enfants, on a plus de 10 000 enfants maintenant dans notre base de données, et ça va nous donner un nuage de points comme ici. Donc là, pour aller assez vite, ce qu'on voit dans ce nuage de points, c'est qu'il y a des zones de l'espace qui sont plus denses que d'autres. Et une zone de l'espace dense, c'est une zone de l'espace où il y a beaucoup de points qui ont été projetés. Donc, le centre de densité maximale, ça doit représenter une écriture typique. Et donc, nous, on va calculer un score, et le score, ça va être la distance par rapport à ce centre de densité maximale. Donc, si l'enfant est projeté proche du centre de densité maximale, en gros, il écrit comme les autres, pas de problème. Mais s'il est projeté loin, ça veut dire que son écriture est différente, et donc il est probablement dysgraphique. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir demander à notre intelligence artificielle, mais sur quels critères tu te bases pour analyser l'écriture? Et là, dans ce tableau, je vous ai montré le top 10 des critères les plus utilisés. Donc, le nom de la caractéristique, ce n'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est la catégorie à droite. Et on voit que dans ce top 10 des critères les plus importants, il n'y en a qu'une, la deuxième, qui est statique, donc qui aurait pu extraire sur papier. Toutes les autres caractéristiques ont besoin de la dynamique de l'écriture pour être extraites. Donc ça montre un peu que la dynamique de l'écriture, avoir accès à la dynamique, c'est quelque chose d'assez primordial. Et donc, résultat final, comment ça marche? Donc, l'enfant écrit, c'est valable en français aussi, on est dans 4 langues actuellement. L'enfant écrit pendant 30 secondes. On appuie sur le bouton vert, on attend 5 secondes et on a toute une série de scores qui décrivent l'écriture. Donc, on est passé d'avoir les résultats en 20 minutes à 30 secondes. Deuxièmement, le score il est plus binaire, dysgraphique, non dysgraphique, mais on a un score entre 0 et 100 qui explore la totalité du spectre de l'écriture. Donc, 0, très mauvaise écriture, 100, très bonne écriture. Ce qui fait que l'application peut aussi être utilisée par des enfants qui n'ont pas de problème d'écriture, parce qu'on va voir après qu'on va utiliser ce profil pour adapter les jeux. Mais surtout, on a aussi toute une autre série de scores sur d'autres aspects de l'écriture, donc les aspects statiques, les aspects de vitesse, de pression, d'inclinaison, mais aussi il y en a d'autres dans l'application, par exemple les tremblements, la dextérité, etc., etc. Et donc, ce profil d'écriture, justement, on va l'utiliser pour connaître les forces et les faiblesses de l'enfant
et pouvoir analyser les jeux plus tard. Et donc, pour l'instant, l'application, elle marche en français, allemand, italien et anglais, parce que justement, on se base sur des caractéristiques de l'écriture qui sont plus bas niveau que la forme des lettres et comment c'est écrit. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à plusieurs enfants d'écrire. Donc là, par exemple, on a Patrick et Julie qui ont écrit. Les deux ont le même score total. Donc, par exemple, les deux sont dysgraphiques. Mais par contre, on voit que leur profil d'écriture est totalement différent. Donc, par exemple, Patrick a des problèmes d'écriture parce qu'il a des problèmes avec la pression et l'inclinaison du stylet. Alors que Julie, aussi dysgraphique, mais aucun problème avec la pression, plutôt des problèmes avec l'inclinaison et les aspects statiques. Donc là, ça prouve un peu qu'il n'y a pas un seul type de problème d'écriture, mais que c'est vachement divers et que ce n'est pas forcément la meilleure solution de proposer la même remédiation à ces deux enfants. Et donc ça nous amène à la deuxième partie de ce qu'on fait avec Dynamilis, c'est qu'on a co-créé avec une cinquantaine de thérapeutes pendant environ 2 ans une dizaine de jeux. Donc pour l'instant, il y en a 10, mais après, il y en aura plus. Et chaque jeu, on essaye de faire cibler un aspect spécifique de l'écriture. Donc, par exemple, un jeu pour faire travailler spécifiquement le contrôle de la pression, qui est très difficile à faire travailler sur papier. Un autre pour faire travailler l'inclinaison. Un autre pour faire travailler la précision. Un autre pour faire travailler le lever de stylo au bon moment, etc., etc. Et ces jeux sont recommandés en fonction du profil de l'écriture. Donc, comment ça marche? L'enfant écrit, il passe le test, 30 secondes. On extrait le profil de l'écriture. On va dans la partie activité et l'enfant va pouvoir jouer de préférence dans les jeux qui sont recommandés. Donc là, 3 exemples de jeux. On essaie de faire des jeux le plus ludiques possible. Par exemple, ça, c'est un jeu. Donc, on a des formes prescripturales. On en a plus de 50 actuellement. L'enfant doit contrôler la montgolfière avec le stylo sur la tablette. Donc, il va passer dessus. Plus il est proche du trait bleu, plus il va avoir de points. Donc, il y a un score qui est calculé. Ce score est en fonction du nombre de points. Si l'enfant sort de la zone blanche, eh ben, il perd des ballons, il perd des points. Donc, on essaie de rendre le plus ludique possible. Et évidemment, tous les jeux sont adaptés et adaptables. Donc, par exemple, l'épaisseur du tracé blanc va changer en fonction des niveaux. Donc, dans les premiers niveaux, il va être très épais. Comme ça, l'enfant va avoir peu de chances de sortir, alors que dans les derniers niveaux, il va devoir être le plus précis possible. Un autre jeu, typiquement celui-là, ça c'est un jeu qui va faire travailler le contrôle de la pression. Donc, comment ça marche? Dès que je pose le stylo sur la tablette, le sous-marin commence à avancer tout seul de gauche à droite. Et pour régler la profondeur, c'est la pression qu'on applique sur la tablette. Donc, plus j'appuie fort, plus le sous-marin descend. Moins j'appuie fort, plus il remonte. Et là, l'enfant va devoir constamment adapter sa pression pour éviter tous les obstacles qui se présentent sur son passage. Donc, à chaque fois qu'il rentre en contact avec un obstacle, il perd des points. Et on a caché des bonus dans le jeu. Donc, c'est des œufs de tortue. Là, à chaque fois, je gagne des points. On les a mis à des endroits un peu stratégiques qui font faire travailler des changements de pression qui se retrouvent dans l'écriture. Donc voilà, ça c'est un jeu très difficile à faire travailler sur papier, la pression, alors qu'on voit dans la recherche que c'est un aspect fondamental de l'écriture. Un autre jeu, donc là c'est avec l'inclinaison du stylo. Donc là il y a un hélicoptère. Cet hélicoptère, on le contrôle avec le stylo, donc un peu comme un joystick. Et là, l'idée, c'est qu'on doit amener une caisse. Donc l'hélicoptère, il y a un fil au bout, on doit connecter une caisse. Et l'hélicoptère, on le contrôle avec l'inclinaison. Si je fais des gros mouvements, la caisse va balancer un peu de tous les côtés avec l'inertie. Et à chaque fois que la caisse entre en contact avec un obstacle, elle perd des points. Donc ça va forcer l'enfant à faire des tout petits mouvements très précis pour poser la caisse en douceur et puis construire un monde. Voilà. Et on a aussi des exercices en lien direct avec l'écriture. Donc ça, par exemple, c'est un jeu une idée qui nous a été proposée par une psychomotricienne du service de David, justement. Et là, l'idée, c'est pour faire travailler les levées de stylo dans l'écriture. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un robot qui écrit. À chaque fois qu'il lève le stylo, il y a un changement de couleur. Et l'enfant doit écrire dans la zone blanche en dessous. Donc là, je vais écrire. Et à chaque fois que je lève le stylo, je vais avoir un changement de couleur. Et le but, c'est d'avoir les mêmes couleurs que le robot. Donc là, par exemple, je lève mon stylo à un mauvais endroit et on voit que j'ai pas les mêmes couleurs qu'en haut. Et donc, je vais avoir peu de points, comme on le voit maintenant. Voilà. Donc, on a 10 jeux actuellement. On travaille vraiment avec les thérapeutes. La plupart des jeux qu'on a, c'est des idées des thérapeutes. Ce n'est pas nous. Nous, on travaille avec les thérapeutes, on implémente les jeux, on fait un ping-pong pour tout le temps les améliorer.
Et toute l'idée, c'est qu'on a cette connexion entre l'analyse et la remédiation. Donc, l'enfant fait l'analyse, on peut la répéter très souvent car ça prend on a le résultat en 45 secondes, hein, un peu moins même. L'enfant fait l'analyse, on a les jeux qui sont recommandés, il joue une semaine, 2 semaines, ensuite il va refaire l'analyse, les jeux, la recommandation des jeux va évoluer, et voilà, c'est créer ce lien intense entre l'analyse et la remédiation. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, Thibaut, c'était parfait. Merci beaucoup, extrêmement didactique.